Bonjour les économistes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment contrôler et monitorer un EPEVR, un chargeur solaire. Voilà. Donc vous savez que dans ma récente acquisition, je savais qu'il y avait une intégration ISP-Home. Bon, en fait, ça a vraiment été le critère important pour moi. Alors je vais vous montrer comment faire cette intégration dans ISP-Home qui va donc renvoyer toutes les informations dans M'Assistant. Et je vais quand même rajouter mon petit grain de sel parce que je me suis amusé également à rajouter la possibilité de contrôler les principaux paramètres de votre EPVR, notamment toutes les tensions de réglage du boost au float, etc., etc. Alors, comme je vous ai dit, il existe une intégration officielle et qui est basée sur du Modbus. Donc, il y a un contrôleur Modbus qui est intégré dans ISP-Home, qui marche particulièrement bien. Et à partir de ce contrôleur-là, eh ben, vous pouvez développer des capteurs Modbus, donc ce qui me paraît évident pour récupérer des datas. Mais également, on va jouer avec la notion de Modbus Number, donc ce qui permettra justement de sélectionner certains paramètres comme la tension de travail de votre contrôleur de charge, mais également d'autres options. On va aussi s'amuser avec des select aussi, des Modbus Select, voilà. Donc ça va être un peu l'objectif de cette vidéo, c'est comment réaliser cette intégration et puis essayer d'apprendre des choses nouvelles en ISP-Home, notamment sur la partie contrôleur Modbus. Alors avant de commencer la partie SPOM, il faut quand même un peu parler de la partie schéma. Elle est relativement simple et il existe une vidéo d'un youtubeur en thaïlandais, donc je ne comprends rien, mais du coup il y a quelques éléments, je me suis un peu inspiré, en tout cas sur la partie montage de sa vidéo. Voilà, et donc au niveau du montage, c'est pas très compliqué. Donc, ce que je vous conseille, comme il a été fait dans cette vidéo, c'est d'utiliser un câble droit Ethernet directement et d'acheter un petit connecteur, ça s'appelle un breakout RJ45 vers des pins 254 par exemple si vous utilisez une petite breadboard. Et derrière vous avez carrément tous les pins qui sont accessibles du RJ45 et nous allons avoir besoin de minimum de 3 de ces pins qui sont la 4, la 6 et la 8 et éventuellement la 1 qui amène le 5 volts. Malheureusement, le contrôleur EPER ne fournit que 200 mA. Et avec mon ESP32, ce n'est pas suffisant pour le démarrer. En fait, je pense qu'il arriverait, si on utilise une source externe, que les premières secondes. Après, le RJ45 suffirait pour l'alimenter, parce que la phase de démarrage d'un ESP32 pousse la consommation à 260 mA, ce qui n'est pas suffisant. Mais une fois cette phase de démarrage du Wi-Fi faite, je pense que il fonctionne à 180 mA et donc le RJ45 intégré suffirait. Donc il faudrait juste le faire démarrer avec une alimentation externe, puis après vous n'avez plus besoin de ça avec pourquoi pas une power bank. Alors au niveau du montage, c'est très très simple. Donc il va vous falloir aussi ce qu'on appelle une petite carte de conversion RS485 vers TTL. Donc je vous mettrai des liens, bon là j'ai des liens Amazon, mais bon ils ne sont pas affiliés, ou vous prenez dans la crèmerie que vous voulez. Donc ces cartes sont particulièrement bien, vous avez des diodes pardon, de transmission et de réception. Donc vous avez du côté RS485 Modbus, ben, 3 fils à brancher qui sont la masse, d'accord, donc sur la pin 8 du RJ45, et puis le B qui sont sur la pin 4 du RJ45, et le A sur la pin 6. Donc ça c'est un minima à connecter. Et de l'autre côté, vous avez la sortie série. Donc, vous devez alimenter ce module en 3.3. Donc, vous allez récupérer le 3.3 sur le SP. Également, je choisis les GPIO 18 et 19 pour la communication série, donc en TX et RX ici, hein, ou après vous choisissez le que vous voulez, mais bon là ça marche en tout cas. Et également la masse, d'accord, que vous récupérez ici par exemple sur le SP32, qui est connecté sur le 4e pin de ce convertisseur. Alors comme je vous ai dit, s'il y avait eu une alimentation un peu plus poussée, on aurait pu aussi faire l'alimentation de l'ESP32 par le port Ethernet, donc donné par le PVR. Moi, mes essais n'ont pas fonctionné, donc j'utilise pour l'instant un câble USB externe pour alimenter, et donc j'ai coupé ce fil-là, évidemment. Donc, essayez de faire des tentatives, peut-être avec un ESP 8266, ça pourrait marcher. Alors, maintenant, je vais vous montrer un peu les résultats de l'intégration. Donc, on a toutes les remontées capteurs, donc les tensions de production, etc. Alors, au niveau panneau solaire, évidemment, au niveau charge batterie,
Alors là, j'ai utilisé des Total Energy pour intégrer la consommation du jour en PV et en injection batterie, en charge. Et puis l'état de charge, etc. Vous avez des tech sensors, etc. que je vous expliquais, le statut de l'EPEVR, les températures internes, les résistances de ligne, il y a même des métadonnées qui sont intéressantes de combien de temps a duré la nuit, vous pouvez redémarrer. Alors, la nouveauté que vous n'allez pas voir ailleurs par rapport à la page officielle d'intégration où vous allez retrouver la partie sensor principalement dans ce que je vous ai dit dans ces eaux-là. Là, vous allez retrouver la partie sensor qui se trouve ici. Ce qui n'y est pas, et peut-être un jour le sera grâce à mes fruits des travaux, c'est la partie contrôle des tensions. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des numbers. Alors il y a des template number et des modbus number, et je vous expliquais pourquoi j'en ai utilisé les deux lors du code ESP-HOM, et parce que j'ai mis un petit moment à comprendre qu'il fallait mélanger les deux types. Et vous avez également, eh bien ici, ce sont, vous voyez, des menus déroulants pour choisir le type de batterie. Eh bien, ce sont des, cette fois-ci, ce sont des modbus select. Allez, maintenant, on va un peu regarder le code ESP-HOM parce que c'est vraiment là où se trouve l'information intéressante dans cette vidéo. Alors, on se retrouve devant le code YAML, donc voilà, que j'ai appelé Tracer6420. Enfin, vous le changez ici le nom que vous voulez. Donc maintenant, je commence à intégrer les substitutions. Et la première petite mauvaise nouvelle, comme il y a beaucoup d'entités, il va falloir le compiler sur une box Windows, à l'instar du PVBrain, c'est-à-dire que vous allez rajouter ces options-là et utiliser un ESP-HOM sous version Linux ou Windows. Alors, je ferai quand même un essai avec la dernière librairie Arduino, mais pour l'instant, je ne l'ai pas testé. Donc, je vous invite fortement à compiler avec ces options-là, donc avec une box Windows. Je vous réfère à ma vidéo comment utiliser ESP-HOM sur un PC Windows. Et notamment pour augmenter la stack size à 3768, ce qui me paraît important. Alors, cette remarque proprement dite, on va commencer à voir un peu le code. Donc, sachant que j'intègre les informations de production, PV et charge du jour, donc je vais avoir besoin d'un objet time que je règle sur la France. Donc, si vous voulez, vous avez une note fuseau horaire, vous cliquez sur ce lien et vous allez avoir le codage du time zone qui va bien. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'à 23h59 secondes, eh bien, je recopie la valeur de la veille par celle du jour. Donc, ce qui me permet de ne pas perdre l'information au bascule de la remise à zéro du total énergie qui va se trouver en dessous. Donc, au niveau du logger, je mets un bot rate à 0, je fais pas grand chose, j'utilise un Wi-Fi, voilà, rien, bon, ça c'est du classique. Donc, pour faire tourner ce code YAML, il va falloir dans le même répertoire aussi créer un fichier qui s'appelle secrets avec un s.yaml, et dedans vous allez avoir les informations du EPS, ESP-HOM, SSID et password que vous allez mettre avec vos informations de votre box internet. Alors, vous avez vu le montage, il n'y a pas grand-chose. Le Modbus, c'est un protocole qui s'appuie sur une communication série, donc il faut définir une partie série. Et comme je vous ai dit dans le montage, je vous l'ai montré, eh bien, on va utiliser, vous voyez, la partie série du convertisseur est en pin 18 et 19, qui fonctionne à 115 200 baux avec un stop bit à 1. Et ici, bon là, c'était pour ma part de débugage, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc, ce qui permet d'avoir des informations, donc du coup, vous pouvez le commenter et ça va permettre d'accélérer un peu les échanges. Alors, la partie Modbus, donc voici un Modbus, il faut attendre les 200 millisecondes parce qu'il y a pas mal d'informations. Son ID qui sera après utilisé pour l'aspect contrôleur. Donc, il faut imaginer qu'on a un Modbus. Ce Modbus, on vient greffer l'élément principal qui s'appelle un contrôleur Modbus contrôleur. Et sur ce Modbus contrôleur, vous avez différentes briques qui viennent se greffer dessus, notamment les sensors Modbus, les select Modbus ou les numbers Modbus. D'accord? Donc, c'est une genre de madrioshka, les poupées russes. UART, Modbus contrôleur, qui sont les trois premières briques internes, et puis après, elles viennent se greffer dessus. Alors, le Modbus contrôleur, eh bien, il faut lui définir son adresse. C'est 1x1. Donc, quand vous avez un seul chargeur EPEVR, par défaut, son adresse, c'est 1x1, c'est 1. Si vous en avez deux en communication en parallèle,
Attention, il faudra utiliser le logiciel de PEVR pour changer l'adresse du deuxième. Donc vous mettez par exemple 1x2, l'adresse 2. Et du coup, vous allez pouvoir, sur le même protocole, le même bus, avoir les informations des deux. Par exemple, en mettant une liste, ici, vous faites EPEVR 1, vous recopiez la même chose ici, et vous faites EPEVR 2, et vous changez l'adresse, et ça devrait être bon, vous allez pouvoir échanger les informations des deux. Alors, je vais avoir besoin de global pour récupérer les informations de production PV et de charge de la veille. Donc ça, c'est pour éviter que ça s'efface si vous rebootez votre ESP32. J'avais montré cette astuce il n'y a pas trop longtemps. Et on va arriver sur la partie select. Alors, ça, c'est un select de Modbus select, d'accord? Donc, ça s'appuie sur le contrôleur Modbus et on va lui donner un nom dans Home Assistant. Donc, vous voyez, substitution, ça veut dire qu'il va avoir un préfixe qui va s'appeler Battery Type Select, d'accord? Et vous voyez, dans ce Modbus select, vous devez lui spécifier une adresse. C'est l'adresse du registre dans lequel vous voulez écrire. D'accord? Donc ici, c'est 9000 et on va dire sa longueur à écrire, c'est un UART, c'est-à-dire 2 octets. Vous mettez un icône et puis ça, ce sont les options qui vont apparaître à l'écran, c'est-à-dire que quand vous voyez apparaître Lib Battery, vous avez en fait la valeur 0 qui sera codée à l'intérieur du ESP-Home, SIL 1, etc., etc. Alors, on peut voir le résultat quand on affiche l'entité associée à ce select dans Home Assistant, et c'est typiquement ce genre de choses-là. Bon, je suis par-dessus, vous voyez, ça, c'est ça le select Modbus, d'accord? Et quand vous sélectionnez lithium batterie, en fait, il code la valeur 0, et c'est pour ça que j'affiche ici la valeur battery type qui est à 0 associée à lithium batterie, comme vous pouvez voir sur le code. Ici, vous voyez, la valeur 0. Alors ici, avec ce select Modbus, on écrit un seul registre à la fois. D'accord? Il n'y a pas de souci, ce qui paraît logique. On a son adresse, 9000, on a sa longueur, deux entiers à écrire, non signés. Et voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc on va continuer à faire tout ce qu'on peut faire en select Modbus qui travaille sur un seul registre unique. Par exemple, vous avez le Rated Voltage Level, ce qui permet de choisir quel type de batterie. Est-ce que vous avez une batterie 12 volts, 24, 36 ou 48 volts. Donc on va faire le même rengaine. Donc ça, tout ce qui est dans l'option map, tout ce qui est à gauche des deux points, c'est tout ce qui va être affiché dans le select dans Home Assistant, dans la partie entité, affichage de l'entité. Et tout ce qui est à droite du deux points, en fait, c'est le codage, c'est l'index indirectement des choses. Et donc ça va être Self Recognition à 0, 12 volts, 24, 36, 48 volts à 4. Ok. Et donc ça va être pareil, ça va être une liste déroulante, un menu déroulant qui va apparaître en entité dans Home Assistant. Bon, pour l'instant, ça va, c'est assez tranquille. On avait déjà fait des selects, donc ça y ressemble, mais quand même, il y a l'option map qui est un peu nouvelle. C'est un peu différent dans le template select de base, et je trouve que c'est pas mal avec les options map comme ça. Alors maintenant, on va faire la partie number. Alors les numbers, c'est soit des petites valeurs que vous rentrez, soit des sliders comme ça. Vous définissez, moi j'aime bien utiliser des sliders, mais vous choisissez la forme cosmétique que vous voulez. C'est juste un petit mot à changer à la fin. Alors on va commencer à utiliser comme number des Modbus number, pareil, qui s'appuie sur le contrôleur Modbus, donc c'est pour ça que vous voyez ces choses-là. Et on va lui donner un ID, donc ça c'est interne à ESP-Home. Par contre, le plus important, c'est le nom de l'entité de Home Assistant. Donc, vous avez le préfixe ici, traceur, machin chose. Battery cap, donc ce qui est pour définir avec le slider la capacité de votre batterie. Donc, je peux le régler, ce volume-là, cette valeur-là, par un slider. Vous voyez que ça travaille sur un registre en 9001. Donc, c'est juste le registre d'après par rapport à tout à l'heure. Toujours pareil en UWord, donc 2 octets. On définit une unité de mesure, un icône, et puis vous voyez, comme un slider, on définit la valeur minimum, la valeur maximum, le step, et puis son mode, c'est un slider, sinon c'est un box, c'est par des petits clics, voilà. Alors, par rapport à un template number, vous n'avez pas l'initial value et le restore value. Ce ne sont pas des options autorisées, parce qu'en fait, d'abord, il va lire le registre pour mettre les valeurs par défaut. Donc, c'est assez intelligent. Et donc, ça se caractérise typiquement, vous voyez, ici, quand on les affiche, alors ils sont par là, par exemple, batterie, voilà, 320, si je déplace le slider, tac, alors je vais mettre 330 par exemple, vous voyez, au bout de quelques secondes, au bout de 5, parce que j'ai mis un intervalle de 5 secondes de rafraîchissement, alors j'ai mis la même valeur, c'est pas bien malin, voilà, on va faire
voilà, 340 par exemple, vous allez voir au bout de 4 secondes, 5 secondes, ça va changer. Donc c'est la confirmation que les choses sont bien prises en compte parce que ça, c'est la lecture du capteur associé. D'accord. Donc c'est un peu comme dans le PV Brain, vous changez un output et puis vous vérifiez dans les registres que ça soit bien. Alors je vais remettre la valeur de ma batterie, bon, peu importe. Donc voilà, donc je change et dans l'update d'après, dans les 5 secondes, ça va lire la valeur du registre qui va être changée. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Alors on continue un peu les choses. Et au niveau des Modbus number, ben, vous avez pareil, vous avez le temps, la durée d'équalisation, donc c'est pareil. Donc c'est un Modbus number. On travaille sur son registre unique, la taille du registre, les unités de 0 à 180 minimum, 0 minutes à 180, les steps, bon, vous mettez ce que vous voulez, et puis c'est un type slider. Donc on a compris, on pourrait dire, bah, c'est cool, on pourrait faire changer tout comme ça. Par exemple, ici, le boost duration, c'est exactement la même chose. Vous voyez, la seule différence, c'est que c'est l'adresse ici qui change. On est en 9006C, donc on va dire que rien de nouveau sur le Soleil. Et puis, on va faire pareil également pour la température de coefficient. Alors, il y a une petite différence, c'est que ici, vous voyez, je vais entre moins 10 et 0, et je multiplie par un facteur moins 100, parce que c'est écrit négativement à l'intérieur du fichier de config. C'est pour ça que je multiplie par moins 100. D'accord, donc là on vient d'aborder à peu près tous les Modbus number qu'on pouvait faire et à l'utilisation, comme je vous ai déjà montré pour là, par exemple là si je change le coefficient de décompensation, je mets moins 2 millivolts par température, vous allez voir au bout de quelques secondes ça va se changer, donc ça écrit sur le contrôleur de la PEVR et pas de souci, vous voyez, pouf, il prend en charge. Pareil pour la durée de boost, vous voyez par exemple je change à 100, je sais pas moi, 150 minutes, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner et vous avez la confirmation des choses par le capteur sensor que l'on va voir juste après. Mais on a un peu compris, donc la nouveauté, c'est quand même assez intéressant. Alors on pourrait se dire, tiens, pour régler les seuils ici, les seuils de high voltage disconnect, limite, etc. Vous avez pas mal de seuils qui interviennent dans le PEVR, il y a beaucoup de paramètres, vous en avez 9 en fait. Eh bien on peut se dire, on peut appliquer la même rengaine, on a des sliders, et vous voyez que graphiquement, ce sont des sliders, donc je pourrais faire la même chose. Alors, c'est ce que j'avais fait au départ, et finalement, en fait, impossible d'écrire ces valeurs-là. En fait, j'ai relevé au bout d'un moment, dans les logs, je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas pour les tensions. Et je comprenais pas. J'ai passé des heures et des heures. Et à un moment donné, j'ai compris que les tensions, en fait, vous ne pouvez pas les écrire individuellement, une par une. C'est-à-dire que quand vous bougez un slider et que vous demandez, comme pour le Modbus number, de juste écrire ce registre-là, ça ne fonctionne pas. Et en fait, en regardant la doc du protocole que j'ai eu, une vieille doc de protocole, il est écrit en tout petit, attention, les registres de 9003, 9000E qui correspondent à ces 9 tensions de réglage doivent être écrits simultanément puisque le contrôleur PEVR vérifie que vous avez des relations d'ordre, il y a une tension qui doit être supérieure à une autre, etc., etc. Donc cette relation d'ordre est vérifiée une seule fois en écrivant tous ces 9 valeurs. Donc après avoir perdu des heures et des heures et des heures à comprendre ce truc-là, j'ai ne peux plus utiliser des Modbus number et j'ai utilisé des template number classiques comme on l'a fait dans d'autres vidéos, le PV Brain par exemple, et utiliser la stratégie suivante. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là c'est un template number, d'accord? Donc graphiquement ça va être un slider. On lui donne son nom dans Home Assistant, pareil, high voltage, etc. La tension, règle, tous les trucs. Attention important, il faut mettre optimistic at true. Les valeurs minimum et maximum, son step, comme c'est plus un Modbus number, on a le droit à initial value et un restore, ok, un slider. Et regardez ce que je fais, c'est dès que je bouge le slider, donc sur le on value, qu'est-ce que je fais? J'exécute un script qui s'appelle write 9003-9000E register. Donc déjà, je crois que c'est comme le port salut, ça porte bien son nom. Ça va écrire les 9 registres d'un coup. Alors, on va directement aller voir ce script-là. Donc, c'est tout en bas du code. OK. Il est là. Voilà. Donc, partie script. Je lui donne son ID. Et regardez ce que je fais. Je fais un gros lambda. Un gros lambda. Dedans, je dis, tiens, définis-moi
un pointeur sur un contrôleur Modbus qui va pointer sur celui qui est en cours d'utilisation dans ESP-HOME. Donc voilà, donc maintenant, le contrôleur, qui soit vu dans ESP-HOME ou dans le code C++ qui est en dessous, c'est bon. Et là, regardez, qu'est-ce que je fais? Je définis un vecteur qui s'appelle battery settings, qui est un des vecteurs de unit 16, de taille 12. Il y a 12 éléments dedans. En fait, c'est 12 fois 2 octets, hein, parce que je l'ai typé par unit 16 T. Et dedans, regardez, dans le premier élément, donc indicé crochet 0, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'écris la valeur du template number que je viens juste de définir, donc id height voltage disconnect number, point state, donc je récupère la valeur du slider, je le multiplie par 100 parce qu'il est codé en fait à l'intérieur sur 2 octets, donc vous avez les 2 octets de poids fort, on va dire les milliers et les centaines dans l'octet de poids gauche et les dizaines et unités dans l'octet à droite. Voilà, c'est pour ça que je multiplie par 100. Et je le casse, je change son type pour être sûr que ça doit du 816 ici. Alors, une fois qu'on a compris le premier, je pense que vous allez comprendre d'ailleurs les autres template numbers qui vont suivre, qui vont être associés à, je vous ai dit 9, en fait, il y en a 12. Bon, les 12 registres associés aux tensions que l'on peut régler et qui doivent être écrits simultanément. Donc, vous voyez que dans le deuxième élément de ce vecteur-là, j'écris la valeur du template number qui est associée à charging limit voltage number, que je multiplie par 100. En fait, toutes les tensions, je les multiplie par 100. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'écris tous les éléments de chaque template number dans chaque élément de ce vecteur-là, floum, et donc qui est de taille 12. Et une fois que ce vecteur est rempli, j'utilise la commande, donc ESP-HOME, parce qu'il n'y a pas des namespaces qui ont été utilisés. Donc c'est la commande, je crée une commande Modbus qui appelle, regardez bien, la fonction createWriteMultiple, d'accord, et cette fonction qui est à l'intérieur d'ESP-HOME doit prendre en compte le contrôleur, d'accord, on a défini un pointeur juste avant, l'adresse à partir desquelles on va commencer à écrire, donc on ne va pas commencer en 9000, mais à partir des 9003, qui sont vraiment le début de la première tension à écrire, et également, alors si j'y arrive, également, et le nombre d'octets, donc il suffit de récupérer l'objet size du vecteur qu'on vient de définir, et enfin le vecteur que je viens de remplir ici dans les lignes d'après. Donc une fois que j'ai appelé cette commande, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'exécute cette commande en faisant contrôleur, j'appelle la commande QCommand, qui met dans la pile de commandes à exécuter, eh bien, celle-là que je viens de définir ici. Et à la fin, normalement après le dernier délai, poum, c'est envoyé, c'est écrit. Donc, je me suis un peu inspiré aussi pour faire ça de la partie de Home Assistant dans la doc. Alors, tout début, il vous dit si vous voulez écrire les données. Et alors, ils le font en Start-Home Boot. Il y a un truc comme ça. Mais je trouve ce que j'ai fait, c'est beaucoup, beaucoup mieux parce que là, sur ESP-HOME, ce qui est donné, c'est qu'on peut le faire qu'au démarrage de l'ESP32. Nous, on peut le faire à tout moment. On peut changer les sliders. Alors, une fois qu'on a vu le script, qui est vraiment l'élément original, on va retourner sur la partie numbers. Donc, cette fois-ci, la partie des template numbers. Donc, on en a vu un, d'accord, sur la première tension, qui est un template. Je pense que vous avez compris, il faut faire tous les 11 autres, d'accord. Donc, c'est un template qui s'appelle charging limit, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, donc tout pareil. Et qu'est-ce que je fais systématiquement pour ces 12 template number, j'exécute le script parce que à chaque fois que je modifie un au slider, il faut que j'écrive les 12 autres. Voilà, c'est pas très compliqué. Enfin, les 11 autres. Voilà, donc je vais passer vite ces définitions des template number. Donc après, je suis pas sûr des valeurs minimum, maximum. D'ailleurs, si vous avez une batterie 12 volts, 24 ou 36 volts, vous devez changer ces valeurs-là correspondantes, d'accord, pour que ça soit cohérent. Sinon, le contrôleur Modbus va refuser d'écrire ces données. Alors, on y va. Donc voilà, vous voyez, je descends. Donc ça va assez vite, hein, entre guillemets, parce que là j'ai déjà mangé une partie. Et voilà. Et après, bon, je définis un binary sensor pour savoir si le SP32 est en route. Et maintenant, on va faire les Modbus sensor. Donc, vous allez voir. Bon, j'ai recopié l'exemple qu'il y a dans la partie EPVR d'ESP-HOME. Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, là, ce sont des lectures registre par registre.
Alors, même pour les tensions, en lecture, vous pouvez les lire individuellement, d'accord? Donc, en fait, les écritures simultanées, c'est que dans la phase d'écriture qu'il faut faire les 12 simultanément, d'accord? Par contre, en registre, ils peuvent être lus, même les tensions, de façon individuelle. Donc, du coup, on va avoir un Modbus sensor qui ressemble beaucoup au number qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on donne un nom, on lui donne l'adresse du registre à lire. Ici, il se trouve en 3100. Son type, son value type, la taille du registre, on va dire. Et là, il est en type read, donc il peut être que lu. D'accord? Quand vous register type read, c'est read only. Et puis les unités de mesure, blablabla, les icônes. Et toutes les valeurs, comme je vous ai dit, sont codées, sont multipliées par 100. Donc c'est pour ça qu'à l'importation, on les remultiplie par 0.01 pour avoir la valeur avec la décimale. D'accord? Et puis en fait, c'est pareil. On fait un peu tout ça. Là, c'est la notion de panneau solaire, le courant des panneaux solaires, la puissance en watts des panneaux solaires. Donc chaque fois, ce qui diffère, eh ben, c'est l'adresse typiquement du registre, parce que chaque fois, c'est du alors, vous avez du UDWord R, parce qu'il est en read-only, je suppose, c'est marrant, pourquoi il y a un R. Mais bon, je recopie l'exemple, voilà, etc., etc. Voilà, donc 3104, là, c'est ce que vous envoyez dans la batterie, la tension que vous envoyez. Pareil pour le courant de charge, et la puissance de charge que vous envoyez, donc ce qui sera par exemple à intégrer dans la journée par un total énergie qui sera décrit plus bas. Alors, vous avez plein de capteurs ici, chaque fois qui diffèrent par leur adresse typiquement. Et on va aller, par exemple, par exemple, ici, vous avez les températures. Voilà, je vais vite. Et on va descendre, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il faut augmenter la stack size à 8192, sinon ça risque de planter. Voilà. Et puis, vous avez, à un moment donné, les statuts du charge, voilà, qui sont là. Alors, ça utilise les bits de poids fort et les bits de poids faible du registre 16 bits, voilà, par exemple. Et puis, on continue. Alors, Generated Today, il ne fonctionne pas. Bon, peut-être il manque quelque chose. Mais, par exemple, on va arriver à la capacité. Tout à l'heure, je vous ai montré que sur le slider, j'ai défini à la main la capacité. Et en fait, ici, vous avez vu que 5 secondes après, vous avez un registre qui était en dessous, qui a été mis à jour. Et en fait, ce registre, c'est un sensor Modbus, c'est celui-ci. Donc, il va lire l'état, et comme le slider a bien écrit les données, ben, il n'y a pas de souci, 5 secondes après, il me lit correctement les choses. C'est pour ça que vous avez cette mise à jour. C'est une confirmation de que vous avez bien écrit les choses. Pareil pour la compensation de la température. La seule différence, c'est que je remultiplie par moins 0.01, parce que comme j'avais multiplié par moins 100 tout à l'heure, dans le Modbus, il faut que je remette une valeur positive. Voilà, et on continue les choses. Donc là, par exemple, on se retrouve avec la définition d'une de ces tensions, enfin de la lecture du capteur associé à cette tension d'Overvoltage Reconnect. Donc c'est juste en... Alors, vous voyez quand même le register holding, il est en register type, pardon, il est en holding. Holding, ça veut dire qu'il peut être à la fois en lecture et en écriture. Et oui, parce qu'on les a écrits avec les template numbers, donc c'est forcément qu'ils sont en écriture. Alors, sinon, en lecture, ils peuvent être lus individuellement. Donc, je mets l'adresse du registre, blablabla, enfin du classique, et puis les icônes, et je remultiplie je divise par 100 pour les remettre en valeur décimale. Et puis, je fais ça pour les 12 tensions là qui sont là, donc qu'on a fait le pendant des template numbers qu'on a fait, donc ils sont 12. Les 12. Alors, dans les capteurs, j'ai pas tout mis ceux qui sont dans la doc d'ISP-Home, j'ai pas mis ceux des statistiques, pardon. Donc, si vous vous amusez à en rajouter, il y en a encore d'autres. Il n'y a pas de souci, combien vous avez produit depuis le début de la mise en route de votre chargeur, etc. Ça se trouve dans la doc, mais il suffit de recopier l'exemple et ça va marcher. Alors après, on a différents types pour la charge. Vous savez que vous pouvez alimenter une charge. Donc, vous pouvez la démarrer. D'accord, donc ça veut dire qu'il va y avoir un switch, un Modbus switch, et puis vous avez des statuts, des modes, dans quel état il est, etc. Donc j'en ai mis en commentaire là sur les timers parce que je vais pas trop utiliser ça, mais bon, voilà, par exemple, je donnerai dans le YALM, je le laisserai, vous n'avez plus qu'à décommenter. Alors, sur quoi on va continuer? Vous avez la durée de la nuit, par exemple, c'est le registre 9065, etc. Donc, vous avez beaucoup de registres. Néanmoins, dans la doc que j'ai du protocole Modbus, il manque 3 registres. Il y a 3 nouvelles options qui apparaissent dans la dernière version du soft
pour régler par exemple des protections, des options sur est-ce qu'on diminue la charge si la température du contrôleur augmente, voilà. Et ça, je n'ai pas la valeur du registre. Bon, j'ai demandé la doc à actualiser à EPER. S'ils me répondent, je mettrai à jour le YALM avec ces 3 registres nouveaux une fois que j'aurai leur valeur. Et donc ça sera des options enable ou disable à rajouter. Alors, vous avez les capteurs aussi de la durée d'équalisation, la durée du boost, voilà. Donc voilà. Et puis ici, bon, on va retrouver des capteurs classiques qui intègrent combien de kilowattheures vous avez produit avec vos PV, combien donc la totale du jour et totale de la veille. Donc si vous avez vu mes vidéos, vous savez que j'utilise à fond tout le temps ça. Pour les PSM par exemple, hein, pour le PV Brain, et pareil pour la charge. Donc généralement c'est à peu près les mêmes valeurs parce que le taux de conversion est de 99%. Ce sont des 2 valeurs entre le PV et la charge qui sont très très proches, hein, avec des rendements à 99%, ça va. On retrouve le Wi-Fi, la puissance du Wi-Fi, et en queue peloton, nous retrouvons 2 switches qui permet notamment d'aller allumer à distance la charge, donc ça va être super. Je vais utiliser ça dans une très prochaine vidéo. Je commence à vendre un peu la peau de l'ours, voilà, et pareil sur des switches qui peuvent être utilisés. Donc c'est pareil, c'est les adresses ici, donc elles sont vraiment au début les switches, et puis un restart pour redémarrer votre ESP32 à distance. Des text sensors qui permet d'afficher l'heure, voilà, donc donc ça va utiliser l'horloge interne de votre EPVR. Il y a un RTC Clock donc qui est accessible par un registre qui c'est donc en 9013. Et puis à partir de cette information de l'horloge interne du EPVR, on va la décoder par typiquement par des opérations de modulo ici, vous voyez, de décalage de bits, etc. Donc ça, je l'ai récupéré de la doc de PEVR. J'ai rien inventé sur ce text sensor. Si j'en ai rajouté quand même, charger type, c'est-à-dire que normalement vous avez une valeur entre 0 et 9, et donc j'aime bien afficher une phrase. Donc vous voyez, par exemple, ce que j'utilise dans le PV Brain, eh ben, selon la valeur entre 0, 1, 2, 3, eh ben, je vais afficher ici, j'ai compris, j'ai décodé, j'ai pas la doc sur ça, quand ça vaut 1, c'est discharging, quand ça vaut 5, c'est floating, et quand ça vaut 9, c'est charging. Donc ça affiche un texte en correspondance. C'est plus sympa qu'une valeur entre 1, 5 et 9, on comprend pas trop ce que c'est. Et puis voilà. Et puis après, c'est des valeurs qui sont affichées. Et puis en bas, nous avons le script que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Donc une vidéo très technique sur l'ISP-Home. Donc on a vu que des choses, on a utilisé des Modbus sensors, des contrôleurs Modbus, des Modbus sensors, des templates, des Modbus number et des Modbus select. Donc quasiment toute la panoplie qu'offre l'implémentation Modbus. Ah oui, et des Modbus text aussi. Donc oui, moi, je crois qu'on les a tous utilisés. Mais si on n'a pas utilisé Modbus output. Mais bon, voilà. Donc la difficulté dans la PEVR, c'était de comprendre que les registres associés au réglage des tensions de seuil devaient être écrits les 12 en même temps. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas être écrits individuellement et donc utiliser directement des Modbus number. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tous ceux qui ont un EPVR, ça va être utile. Par exemple, regardez, on va utiliser, si je veux changer la tension, je sais pas, de float, par exemple, regardez, qui est à 54,1, donc il suffit que je la change ici. Hein, donc alors, il faut que je respecte les inégalités de tension. Sinon, il ne prendra pas en compte cette valeur, mais vous allez voir dans 5 secondes, le float, hop, ça a diminué, donc ça fonctionne bien. Voilà, d'accord. Donc, c'est à vous de voir. Et pareil pour le boost reconnect, etc. Donc, bref, vous pouvez tout changer dans la mesure où vous respectez les relations d'ordre entre les tensions. Dans la doc, vous dit que cette tension doit être supérieure à celle-ci, etc., etc. Si vous ne les respectez pas, il ne vous prend pas en compte, le contrôleur, et donc vous restez sur les valeurs par défaut. Donc, c'est-à-dire que vous avez un décalage entre la valeur affichée et celle du slider, d'accord? Si vous n'avez pas de décalage, c'est-à-dire que les informations que vous avez rentrées sont cohérentes en respectant les relations d'ordre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt.